Imagine un homme qui, d'une main, signe des lois qui redessinent l'avenir d'un peuple, et de l'autre, froisse en secret des lettres d'amour qu'il n'osera jamais envoyer. Un chef d'État à l'ascension fulgurante, un amoureux déchiré, en coulisses, par des choix impossibles. René Lévesque, c'est cette contradiction incarnée, le tribun qui fait trembler Ottawa, et l'homme qui, le soir, reste seul dans une cuisine silencieuse, une cigarette au bord des doigts, à se demander s'il a bien le droit d'être heureux. On le voit d'abord, ce garçon de Gaspésie, maigre et nerveux, dans un village battu par le vent, New Carlisle. Les maisons craquent, la mer gronde, et, dès l'enfance, René apprend l'âpreté du réel. Un père notaire, respecté et distant, une mère énergique, qui le pousse à lire plus loin que les clôtures blanches et les chemins boueux. L'hiver, la neige s'accumule autour des fenêtres, et lui, il dévorait les journaux, fasciné par ce monde au-delà des falaises gaspésiennes. Il a ce regard qui accroche la lumière, un mélange d'ironie et d'impatience, comme s'il entendait déjà un pays respirer autrement. La voix, encore inconnue, se forge dans les corridors d'école, puis à l'université Laval, et plus tard, sur des ondes radiophoniques. Où il se faufile presque par hasard, la curiosité comme passeport, le verbe comme arme blanche. La guerre vient, et avec elle l'odeur du métal chauffe, des locomotives, des cantonnements froids. Correspondant de guerre, il apprend le monde à la dure. Les images s'impriment à vie, un village bombarde en Europe, un soldat qui rit trop fort pour oublier la peur. René écrit sans se ménager, il raconte l'inacceptable avec une clarté troublante. C'est là que se sculpte son sens du courage, ne pas fuir l'âpreté, la regarder droit dans les yeux, lui donner un nom. Entre deux dépêches, il découvre aussi sa propre façon d'aimer, intensément, sans bien savoir ralentir, avec cette faux qui attira plus tard les foules comme elle aimantera certaines femmes. Car Lévesque vit vite, parle vite, aime vite, il s'y brûle parfois. Au retour, le Montréal d'après-guerre est une ruche. Les cafés bourdonnent, les studios de Radio-Canada se remplissent de types cernes qui refont le monde en enfilant des cigarettes. René s'y glisse avec un aplomb espiègle. À Point de mire, son émission choc, il invente un ton, direct, simple, mordant. Les téléspectateurs, du Saguenay aux ruelles de Centre-Sud, s'assoient chaque semaine pour l'entendre déplier le réel. Il parle des syndicats, de la modernisation, de la dignité. Il n'a pas peur de fâcher ni de séduire. Ses phrases tombent comme des coups de marteau, ses silences, eux, ouvrent une brèche où l'on se glisse pour penser par soi-même. Une chose est sûre, quand Lévesque parle, on entend le pays se redresser sur sa chaise. Et de l'autre côté du micro, la vie personnelle s'écrie à la hête, sur des napperons froisses, entre deux tournages. Il rencontre une femme qui n'a pas peur de lui répondre, de rire plus fort que lui, de le ramener sur terre quand il s'enflamme. Elle comprend la beauté et le danger de cet homme, sa mission publique, sa fragilité privée. Au fil des années, l'amour se tisse dans le va-et-vient du travail et des nuits courtes. Ils partagent l'ambition et la fatigue, la tendresse et l'agacement. Elle sait d'instinct que René n'appartient jamais entièrement à quiconque, il appartient au mot, à l'idée d'un peuple qui se cherche. À cette volonté ombrageuse d'arracher sa place dans l'histoire. Pourtant, ce n'est pas une romance polie. C'est une histoire d'éclat. Les tournées, les réunions, les studios, la vie publique aspire tout, comme un tourbillon. Et quand l'homme se tait enfin, tard, seul, il laisse tomber la tête dans les mains. Dans l'appartement, il reste un gobelet de carton tiède, un manteau accroche de travers, le souffle de la ville. Parfois, il arrive qu'il rentre après des heures à refaire, avec des collègues, les mêmes phrases jusqu'à la corde. Parfois, c'est après un débat où il a senti l'électricité passer dans la salle, cette décharge qui le tient éveillé bien après les caméras éteintes. Comment aimer un homme ainsi ? Il faut, pour cela, une patience composée de rires, de reproches, de pardons improvises, et ce sens pratique des femmes qui ont vu passer des tempêtes plus solides que les promesses. Puis vient la politique active, la vraie, avec sa sueur et ses entailles. Chez les libéraux de Jean Lesage, René devient l'artisan d'un virage vertigineux, l'État québécois se dote d'une colonne vertébrale. On nationalise, on modernise, on range des décennies de retard dans des cartons. Mettre chez nous, 3 mots comme une marche militaire. Dans l'enthousiasme, il y a déjà une solitude. Il le sait, les décisions ont un coût qui n'apparaît pas dans les communiques. Un jour, dans un corridor ministériel, il croise son reflet dans une vitre et ne se reconnaît pas vraiment. Les épaules voûtées,
les yeux en flamme, et ce petit air de défi comme si chaque matin était un pari. Il se souvient d'un conseil reçu jadis, garde un coin pour toi. Ce coin, il le protégeait mal. L'amour, dans ce contexte, devient un exercice d'équilibriste. Les repas se prennent en retard, les anniversaires tombent en campagne électorale, les confidences se font à voix basse, les malentendus prennent racine. On s'écrit des mots glissent sous la porte, on se laisse des messages sur un répondeur qui grésille. Parfois, il promet de lever le pied. Il le veut vraiment. Mais le pays réclame, et sa conscience de tribune lui hurle de retourner au front. Avec René, l'amour n'est jamais tiède, il est nourri d'affection vive, d'admiration réciproque et d'une part d'égoïsme que la mission publique justifie, jusqu'à ce qu'elle ne le justifie plus. Quand il claque la porte du parti, c'est une gifle sonore. On dit rupture, on dit trahison. Lui, il parle de cohérence. Il a cette obstination presque enfantine, si l'outil se brise, il en fabrique un autre. Le Parti québécois naît dans des salles paroissiales et des locaux trop étroits. On plie des chaises, on scotche des affiches, on compte les timbres. Sur les tables, les tasses de café dessinent des rondelles qui deviennent des constellations. Dans ces soirées où tout le monde tutoie tout le monde, des regards se croisent, des sourires s'attardent. La politique a sa propre musique, et elle danse parfois sur des rythmes dangereux. Les amitiés s'échauffent, les complicités débordent, des mains se frôlent en distribuant des tracts sous la pluie. Ce sont des gestes minuscules, mais sur des cœurs fatigues, ils laissent des marques profondes. René s'en veut d'être tante, de se savoir vulnérable. Il ne joue pas au héros en prive, il trébuchait, il réparait, il recommence. Et pourtant, il n'est pas dupe, l'admiration qu'on lui porte a des reflets trompeurs. Des femmes et collègues, militantes, journalistes, gravitent autour de cette flamme qui attire et consume. Certaines veulent simplement comprendre l'homme, d'autres veulent effleurer le mythe, d'autres encore cherchent une conversation derrière la posture. Lui, lorsqu'il se permet d'ouvrir la porte, le fait avec une délicatesse maladroite, puis recule brusquement, comme s'il s'apercevait. Au bord du ravin, de la profondeur du vide. À quoi bon jouer à cache-cache avec soi-même? Cette question revient, lancinante, entre deux meetings, dans des taxis nocturnes, dans le reflet d'un ascenseur. Le soir des grandes victoires, la salle hurle et des confettis tombent. Mais regardez-le juste après, quelques minutes, quand l'adrénaline retombe, il cherche un visage à travers la foule, un port d'attache. Quelqu'un à qui dire « ça valait la peine », hein. L'amour, pour lui, n'est pas un bibelot qui trône sur une cheminée, c'est un souffle. Et ce souffle lui manque quand l'estrade se vide. Il appelle, il murmure, il s'excuse d'avoir disparu, il promet d'être là demain. Parfois, il y parvient. Parfois, la nuit avale tout. Les calendriers deviennent des champs de bataille où s'affrontent deux exigences, le pays et le cœur. Il rêve d'un arrangement secret entre les deux, d'un armistice. Il lui faudra des années pour comprendre qu'on ne signe pas d'armistice avec sa propre nature. Dans les corridors du pouvoir, les ragots poussent comme du chien-dent. Les couloirs ont des oreilles, et les cafés près de l'Assemblée nationale, des langues rapides. On parle d'amitié trop proche, de regards trop longs, de confidences trop tardives. La plupart du temps, ce ne sont que des ombres allongées par des néons impitoyables. Parfois, ces ombres touchent à quelque chose de vrai, une fatigue, un besoin de douceur, une conversation qui dure un peu trop, une main posée une seconde de trop. Rien n'est simple. Rien n'est net. Et pourtant, l'histoire d'amour principale de René demeure la même, ce pays projet qu'il veut tirer hors de sa torpeur. Et, face à ce pays, les femmes qui, tour à tour, l'encouragent, le secouent, l'aiment, le quittent, reviennent, se taisent, ou exigeant d'être vues, enfin, pour elles-mêmes. Ce qui frappe, chez lui, c'est la sincérité mordante. Quand il parle à celle qu'il aime, il ne vend pas du rêve, il promet l'effort. Je ne te jurerai pas la lune, mais je te jure d'essayer. Et, souvent, il essaie mal. Il offre sa présence comme on offre un manteau trop, mieux que rien, pas suffisant. Il s'y reprend, apprend à dire « je t'écoute » au lieu de « voici ce qu'il faudrait faire ». Au moment où tout chancelle, il s'accroche aux petites choses, un souper tardif dans une brasserie banale, un rire partage dans une voiture en panne, un silence confortable où, pour une fois, personne ne réclame son attention.
Et ces petites choses, précisément, lui donnent la force de tenir devant les micros, le lendemain, quand il s'agit d'annoncer des décisions qui changeront sur le champ la vie de milliers de gens. C'est ici que l'histoire prend un tour plus tranchant. À mesure que sa stature publique s'élargit, tribun, fondateur, chef, premier ministre, sa vie intime se réduit, se plie dans des interstices. Les portes se ferment plus vite autour de lui, les regards deviennent plus lourds. On apprend à aimer différemment, en laissant des traces discrètes, en choisissant des chemins de traverse, en s'offrant les dimanches matins comme des bulles de savon qu'on protégeait du bout des doigts. Les promesses changent. Au lieu de toujours, on dit bientôt, au lieu de tout de suite, on dit après la session. L'amour s'ajuste au protocole, et c'est là que la douleur se faufile. Rien n'est jamais exactement au bon moment. Nous n'en sommes qu'au prélude d'une histoire où les victoires. Imagine-le, fraîchement porte au pouvoir, la nuit encore collée aux vitres du Parlement, un bouquet de micros comme une couronne d'épines, et pourtant, dans sa poche de veston, un petit papier pli 4 fois, 2 mots griffonnent à va-vite pour une femme que il n'a pas revue depuis des semaines. D'un côté, le Premier ministre que des foules acclament, de l'autre, l'homme qui écrit « Pardonne-moi » en marchant trop vite vers une voiture officielle. Cette fracture intime, ce fil tire entre l'état et le cœur, va se tendre jusqu'à chanter, se rompre parfois, puis se renouer de manière surprenante. La conquête du pouvoir, 1976, ressemble à une tempête organisée. Les meeting halls sentent la laine mouillée, l'encre fraîche, le café brûle. Quelque part, dans une loge trop éclairée, il ajuste ses lunettes, tire sur sa cigarette, répète une phrase qu'il sait déjà par cœur. Les militants lui touchent l'avant-bras comme pour vérifier qu'il est réel, des cabras ronronnent. Quand il monte sur scène, la salle bascule. Cette voix, rappeuse, chaude, impérieuse, frappe comme une cloche. Il parle d'un pays adulte, il promet qu'on se tiendra debout en s'appelant par notre vrai nom. Et, au fond de la salle, une femme qui le connaît depuis avant la gloire le regarde autrement, pas le chef, pas l'icône, l'homme. Elle sait ce que cette lumière fait aux ailes, elle brûle. Les couloirs du pouvoir ont leur propre météo. On y marche comme sur un plancher de glace, chaque geste compte, chaque silence pèse. Pourtant, en la cuisine étroite de l'appartement loup près de l'Assemblée, rien n'a changé, les tasses dépareillées, le sucrant grumeaux, les cendriers trop pleins. Ici, on rit, on se pique, on se retrouve. Là, il confesse ses remords, les anniversaires manquent, les soupers avalent à l'auto, les appels jamais faits. Elle écoute, tasse son chignon, pose la main sur la table, on va y arriver si tu me dis la vérité. C'est un pacte fragile scellé dans la vapeur d'un café tardif. Mais au matin, l'ascenseur avale l'homme que la politique réclame, et le pacte doit repousser, comme une plante oubliée sur le bord d'un évier. Avec le pouvoir vient la fatigue à étage. Les briefings s'enchaînent, les dossiers pèsent, les nuits deviennent des corridors sans fenêtres. Il note ses idées sur des bouts de napperon. Il calme des tempêtes au cabinet, allume d'autres incendies en chambre. Le soir, il passe un doigt sur la tranche d'un livre qu'il n'ouvrira pas, trop tard, trop de tout. Et dans ce trop-plein, l'amour cherche sa place. Parfois, c'est doux, un week-end vole dans un chalet où la lumière d'hiver étirait la poussière en nuages d'or. Parfois, c'est brutal, une dispute qui éclatait dans l'ombre d'une porte, parce que l'un a attendu que l'autre dise « je suis là », et qu'aucun des deux n'approuve ce foutu moment. Il y a aussi ce que les journaux ne disent qu'à demi-mot, les regards qui durent 2 secondes de trop, les confidences chuchotées. Dans des bureaux trop petits, les soirs où une épaule devient un refuge. Dans l'entourage, on comprend vite la gravité qui attire, l'orbite d'un chef qui fait dévier les trajectoires. Certaines femmes approchent en professionnelles, solides, droites, penchées sur des textes à corriger, d'autres sont aimantées par la légende en train de s'écrire. Ce n'est pas un terrain de chasse, c'est un champ magnétique. Et lui, qui déteste l'hypocrisie, c'est quand ça déborde. Il n'est pas fier des moments où la frontière devient floue, où la conversation s'étirait après la dernière page, où la main fila. Parole comme si tout cela était inévitable. Rien n'est inévitable. Tout a un prix. Il le sait, et la facture arrive toujours plus tard, au pire moment. Dans les salons du pouvoir, l'air est épais de rumeurs. On raconte ceci, on insinue cela. Et parfois, un incident claque comme une porte, la nuit, la route, un accrochage qui fait jaser, des questions qui mordent au mollet. L'impression qu'on veut juger non pas l'homme au volant,
mais celui qui, le jour, tient le volant d'un pays. Il encaisse, il s'explique, il serre les dents. Pour sa compagne, la scène est plus dure encore, elle devient, malgré elle, une silhouette sur laquelle on projette des scénarios entiers. Elle n'a pas demandé la lumière crue, elle la reçoit en plein visage. Et lui, qui sait le poids d'un projecteur, voudrait la protéger, tout en comprenant qu'on ne protégeait pas quelqu'un avec des demi-vérités. Voilà l'autre vérité, il est un amant maladroit. Pas parce qu'il aime peu, mais parce qu'il aime en diagonale, à travers des horaires qui déraillent, des réunions qui débordent, des promesses que la réalité dévorait. Il se rattrape avec une lettre glissée dans un sac à main, une fleur posée comme un retardataire au milieu d'une table, un rire qui renverse la colère d'un seul coup. C'est un homme qui s'excuse mal et qui, pourtant, veut bien faire, qui croit que, là, tout de suite, est un luxe qu'il paiera demain. Qui pense qu'on peut réparer un cœur avec la même détermination qu'on réparait une loi. Si seulement c'était vrai. Le pays, pendant ce temps, avance comme une barque qu'on tire à contre-courant. Les réformes s'alignent, les ennemis s'organisent. En coulisses, le peu de vie privée se condense dans des gestes miniatures, un texto avant l'heure des textos, c'est-à-dire un billet. Dans une poche de manteau, un « tu me manques » laisse sur un magnétophone, un « je t'attends » chuchote dans une entrée d'immeuble. Et, parfois, la vérité brute, je ne sais plus comment faire. Ce sont des mots qui ne passent pas bien en conférence de presse, mais qui sauvent les meubles dans une cuisine à 2 heures du matin. Dans le cercle rapproche, une femme prend la place qu'on ne peut plus nommer, à côte de « mais avec ». Elle a la patience d'un pont de fer et l'humour de quelqu'un qui a vu des ministres. Elle sait faire la paix avec un horaire, mais pas avec un mensonge. Elle porte le poids des regards, les bienveillants, les jaloux, les mesquins, et apprend à entrer dans une pisse en sachant que des gens la jugent avant même qu'elle ait parlé. En re, la loyauté a la saveur d'un serment secret, renouvelé dans des gestes ordinaires, fermer la lumière quand l'autre s'endort. Répondre au téléphone quand on sait que la voix à l'autre bout tremble, dire « on continue » même quand l'évidence dit non. Puis, il y a ce moment qui n'appartient qu'aux grandes vies, la promesse faite à un peuple et rompue par un vote. Un référendum, des larmes dans des salles paroissiales, des voix brisées à force de chanter plus fort que le doute. Lui, il sort d'une scène où la lumière l'aveugle autrement, elle n'est plus triomphale, elle est chirurgicale. Il parle, malgré tout, de début, de continuer, de prochain coup. Mais on voit, dans ce demi-sourire, une fissure nette, la fatigue qui s'installe comme une personne non invitée. À la maison, l'amour se heurte à ce vide. Elle prend sa main, il serre trop fort. Ils s'endorment sans se dire bonne nuit, non par froideur, mais parce qu'il n'y a plus de mots disponibles pour aujourd'hui. Et pourtant, voyez la scène suivante, un dimanche qui ressemble à un vrai dimanche. Pas de veston, pas de cortège, un chandail use, des pantoufles. Ils cuisent des œufs trop durs, ratent le café, écoutent une vieille chanson à la radio. Il lui raconte un souvenir de Gaspésie, elle rit en imaginant le petit gars avec des oreilles trop grandes et des rêves trop hauts. Dans ces heures-là, la simple lumière d'une fenêtre suffit. L'homme public se dissout, il reste le garçon qui voulait convaincre le monde que la dignité se dit à la première personne du pluriel. Et dans ce calme, il se dit, sans le dire, qu'il veut tenir bon, ici aussi, dans le prive, comme il tient bon devant tout le reste. Mais la politique est un drôle d'animal, elle gruge et ne s'excuse pas. Les amis deviennent adversaires, les alliés, des oracles, le public, un tribunal. Les mêmes mains qui applaudissent le chef notent les tremblements de l'homme. On parle de style de vie, de rythme, comme si ces mots anodins pouvaient absorber l'onde de choc des choix individuels. Des anciennes flammes réapparaissent au détour d'un événement, un sourire, une nostalgie coupable, l'envie de demander « est-ce qu'on a bien fait ?» Puis une sonnerie de téléphone, un conseiller à la porte, et la vie privée se range à nouveau derrière la raison d'État. Sa façon d'aimer les femmes ressemble à sa façon de parler au pays, frontale, tendue, parfois casse, souvent réparée. Il excelle dans les débuts, l'élan, l'étincelle, la phrase parfaite, et trébuché dans les durées. Il est meilleur pour demander pardon que pour prévenir l'offense, meilleur pour la tendresse que pour l'organisation, meilleur pour les dimanches que pour les lundis matins. Certaines l'acceptent telle qu'elle, d'autres s'éloignent en se promettant de ne plus jamais répondre si le téléphone sonne tard. Plusieurs restent à distance, amis fidèles, témoins lucides. Il laisse derrière lui des lettres non envoyées, des carnets aux pages cornées, des souvenirs qu'on garde dans des boîtes à chaussures.
Et il y a la tendresse, la vraie, celle qui n'a pas besoin de phrases, poser un manteau sur des épaules, dire « prends ma main », se taire à temps. Plus les années passent, plus il comprend que c'est là, dans ces micro-gestes, que se jouent les grandes fidélités. Il tente de réécrire son propre scénario, arriver à l'heure, tenir sa parole, dire oui en personne plutôt qu'au micro. Il y parvient parfois, avec l'entêtement d'un gars de côte qui a appris à ramer contre la marée. D'autres fois, c'est la marée qui gagne, et il s'en veut. Dans les journaux, on range son parcours amoureux en colonnes, mariage, séparation, refaire sa vie. Mais les colonnes ne rendent pas justice à la géographie du cœur. Ce n'était pas un triangle, c'était un archipel. Des îles reliées par des courants invisibles, le respect, l'admiration, la jalousie, la patience. Certaines îles s'éloignent, d'autres s'agrandissent, certaines disparaissent à marée haute pour réapparaître dans la lumière rasante d'un automne chaud. Il faut une cartographie nouvelle pour raconter la vie d'un homme qui a voulu être à la fois fondateur et présent, et qui a découvert que ces deux verbes s'opposent souvent. Un soir, après une réunion trop longue, il marche seul dans des rues presque vides. Le souffle court, la cigarette inutile, les épaules rentrées, il pense à appeler. Il compose un numéro, raccroche avant la première sonnerie. Il recommence. La voix à l'autre bout est chaude, un peu surprise, pas fâchée. Il parle de la pluie, des courses au dépanneur, d'une lampe qui grésille. Rien d'important, tout l'est. Quand il raccroche, il pose le front contre la vitre froide d'un autobus arrête. Il se dit qu'il pourrait, encore, faire mieux demain. Et ce « demain » devient une petite bougie qu'il protégeait du creux de la main tout le long du trajet jusqu'à la maison. Ce que les camarades ignorent et que ceux qui l'ont aiment savent, c'est que sa plus grande force en amour tenait à une faiblesse. Il y avait besoin qu'on le voie en dehors du rôle. Qu'on l'appelle par son prénom dans un ton sans majuscule, qu'on lui dise « tu n'es pas obligé d'être grand, là, maintenant ». Il cherchait ce lieu minuscule où le chef pouvait déposer sa veste et où l'homme pouvait respirer. Certaines femmes ont su lui offrir cette piste cachée, avec une chaise bancale et une fenêtre qui ouvre sur rien, et c'est précisément ce rien qui valait tout. La suite se joue à un autre tempo, les années pèsent, les victoires et les défaites s'additionnent, la peau du front garde la mémoire des soucis. Pourtant, l'appétit de vivre reste intact, comme un ressort qui refuse d'être use. Il s'attache plus fort, sans bruit à celle qui, à ce stade, n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Elle n'est ni décor, ni alibi, ni trophée, elle est partenaire. Ils partagent les silences avec la même gourmandise que les bonnes nouvelles. Ils se font des signes dans des salles pleines de monde, de minuscules codes d'anciens complices. Et si des regards extérieurs veulent réduire cela à une relation officielle, qu'ils s'amusent, eux savent ce que ça leur a coûté de bâtir ce noyau-là. Imagine la scène, une cuisine trop petite pour contenir deux destins, celui d'un pays qu'on veut plus grand que lui-même, et celui d'un homme qui essaie tant bien que mal de rester à la bonne taille pour l'amour. La lampe au néon clignote, la bouilloire chante, sur le frigo, un aimant retient un billet froid sous mon lit, ce soir, promets-moi de rentrer. Le croirais-tu si je te disais que c'est là, dans ces ditesses minuscules, que se décide la suite du roman national? Pas dans les hémicycles, pas devant les caméras, sur un coin de table, entre une assiette oubliée et un verre à moitié plein, quand quelqu'un finit par dire « Est-ce qu'on continue, nous deux ?» La tension s'épaissit à mesure que la vie publique multiplie ses exigences. Les cortèges roulent, les discours s'empilent, les signatures se succèdent avec la précision d'une horloge. Dans un couloir, il essuie la buée de ses lunettes, jette un regard vers la fenêtre, la ville, en bas, bat au même rythme qu'un cœur fatigue. Il devrait retourner à la réunion, mais un autre devoir s'invite, moins protocolaire et plus absolu, dire la vérité à celles qui partagent les silences. Pas la vérité en colonne, pas la vérité officielle, la vérité qui mord un peu, j'ai mal place mes priorités. J'ai été là-bas quand il fallait être ici. Elle ne répond pas tout de suite. Elle respire par le nez, cherche ses mots, parce qu'elle n'a pas envie de devenir un chapitre de plus qu'on range dans une bibliographie. Elle veut l'homme, pas le mythe, pas la statue. Elle finit par dire, doucement, « Je peux vivre avec ton pays, mais pas sans ta parole. » Il y a des soirs où la promesse tient. Tu saurais les reconnaître, on y rit à propos de rien, on y coupe du pain trop dur en jurant parce que le couteau glisse, on y réparait. Une lampe en jurant encore parce que l'ampoule brûle les doigts. Ce sont des soirs de paix. Puis, il y a les autres, les téléphones qui n'arrêtent pas,
les portes qui claquent, les mots qui dépassent, les « t'es jamais là » et les « je fais ce que je peux » qui vident la piste plus vite qu'un courant d'air. Dans ces soirs-là, l'amour ressemble à une barque qui prend l'eau par 1000 micro-fissures jamais colmatées parce que le capitaine est toujours sur un autre pont. La rumeur, elle, continue sa danse carnivore. On murmure des noms, on transforme des sourires en preuves, on photographie des épaules trop proches. Des femmes entrent en scène et sortent par une porte latérale, certaines n'étaient que de passage, d'autres on laisse une empreinte. Qu'on voit encore dans la façon qu'il a de baisser la voix au bon moment. Il n'aimait pas que l'on transforme les personnes en intrigues, et pourtant l'intrigue s'acharne, les efforts qu'on fait pour protéger le prive le rendent parfois plus visible, comme un secret qu'on cache trop bien. Lui, ce qu'il sait de mieux, c'est nommer une chose, même si ça fait mal. Alors il nomme la fatigue, l'attirance, la distraction, la nostalgie mal placée. Il ne s'absout pas. Il se responsabilise. Mais la responsabilité ne tient pas lieu de réparation, pas plus qu'un beau discours n'est un baiser. À l'assemblée, les journées s'étirent jusqu'à casser le dos. À la maison, les heures se rétrécissent comme du linge passe trop chaud. Entre les deux, un corridor de culpabilité. Et pourtant, de ce corridor naissent des alliances nouvelles, plus solides, moins flamboyantes, un amour qui s'installe parce qu'il a compris la musique des jours, un amour qui sait attendre dans l'embrasure d'une porte sans se sentir deuxième. Elle sait, appelons-la ainsi, par respect pour toutes celles qui ont porté ce rôle, ne demande pas la perfection. Elle demande le réel, qu'on arrive à l'heure une fois sur deux, qu'on dise « j'ai eu tort », qu'on annonce la tempête avant qu'elle n'explose. Elle ne veut pas être l'ombre d'un drapeau, ni un paragraphe dans une biographie. Elle veut être l'adresse où l'homme rentre pour de vrai. C'est là qu'un basculement s'opérait, il apprend, tard, mais il apprend. Il apprend à dire non au monde pour dire oui à une soirée de rien. Il apprend à laisser un dossier ferme sur la table, même si la tentation de l'ouvrir brûle les doigts. Il apprend que le courage n'est pas que dans l'arène, il est dans la conversation où l'on renonce à gagner. Tu vois ce qu'on veut dire, hein? Cet héroïsme discret qui consiste à écouter jusqu'au bout, à ne pas corriger la phrase, à ne pas chercher la sortie rhétorique. C'est un combat plus dur que les joutes politiciennes, parce qu'il n'y a pas de victoire, juste une présence à renouveler. Les fantômes, cependant, ne se laissent pas évincer par décret. D'anciennes amours reviennent comme des chansons à la radio, 3 notes, et tout un été réapparaît. La mémoire fait son cinéma, un rendez-vous dans un café aux banquettes rouges, un hiver où l'on marchait trop vite dans une rue glacée. En se tenant par les coudes, un fou rire si grand qu'il faisait pleurer. Il sourit, il s'en veut, il s'interroge, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que, dans un autre scénario, on aurait réussi? Ces questions ne se posent jamais au micro, pas parce qu'elles sont inavouables, mais parce qu'elles appartiennent à ce théâtre intime où l'histoire ne doit pas rentrer avec ses bottes pleines de boue. Un soir d'automne, la politique lui prend tout, un vote qui casse, une salle qui se vide trop vite, des poignées de main mécaniques, une voiture silencieuse. Il rentre tard, retire ses souliers à la porte, traverse le salon dans la pénombre. Elle ne s'est pas couchée. Sur la table, une tisane refroidie. Les mots se font rares, on les a trop utilisés. Alors, ils s'assoient. Ils respirent ensemble. À défaut d'explication, il y a la simple fraternité de deux êtres qui ont encaissé la journée de plein fouet. Il pose la main sur la table, paume ouverte. Elle y déposait la sienne. C'est minuscule, et pourtant ça change tout, l'assurance que, pour cette nuit, au moins, on est du même côté. Mais rien n'est jamais acquis. La vie publique, c'est une machine qui s'emballe. La vie privée, c'est un potager qui exige un soin quotidien. Il arrive ce qui arrive quand on arrose mal, certaines plantes fanent, d'autres persistent par miracle. L'équilibre fragile se fissure, parfois pour de bon. Des séparations ne se disent pas en direct, des retours ne se célèbrent pas. On ferme une porte doucement, pour ne réveiller personne. On emporte une clé qu'on ne rendra jamais. Et il y a ces amitiés qui, d'abord, ont pris la forme d'une conversation prolongée, d'un regard complice au-dessus d'un texte complexe. Et qui finissent par devenir ce qui sauve, l'amour qui commence sans triomphe, sans tambour, par la simple évidence qu'à deux, on respire mieux. Ce qui choque toujours ceux qui observent de loin, c'est la coexistence de deux lignes droites qui refusent de se croiser, l'exigence d'un destin public, et la fidélité qu'on doit à quelqu'un qui nous attend.
L'une avance avec des dates, des échéanciers, des budgets, l'autre avance avec des soupers, des anniversaires, des appels. On dirait deux rails parallèles. Mais il y a des aiguillages subtils, rares, où l'on peut passer de l'un à l'autre sans dérailler. Il a appris à les repérer, lever les yeux de l'agenda, dire « on part », même si le lendemain est une montagne. Du chalet au bord d'un lac, on retient surtout la façon dont l'air frais redresse les épaules et rétrécit la taille des problèmes. On fait des toasts bruls. On oublie la politique dans le fond d'un sac. On parle d'oiseaux. On se tait longtemps. Et puis, comme toujours, on rentre en ville. Mais on rentre arme de ce rien lumineux qui, bizarrement, tient la maison debout. Les adversaires, eux, surveillent tout, la fatigue qui alourdit la voix, la nervosité d'un geste, l'ombre d'un doute. Dans certaines périodes, on lui cherche des poux jusque dans le cœur. On lui attribue des intentions, puis des liaisons, par syllogismatif. Et, à l'intérieur, ça ravive des blessures qui n'avaient pas besoin d'aide pour faire mal. Alors, avec celles qui partagent le quotidien, il s'impose une discipline nouvelle, pas celle des discours, mais celle des rendez-vous. Qu'on annule plus, de la parole tenue jusqu'au bout, de la promesse limitée, je serai là de 18h à 22h, mais tenue comme un traître. Peu spectaculaire, infiniment révolutionnaire. Il faut dire aussi la joie, parce qu'elle existe. La joie d'entrer dans une piste pleine et de croiser, au fond, un regard qui dit « tu fais ce que tu as à faire, je suis là ». La joie de rentrer et de trouver un plat qui sent fort, un disque qui grésille, un rire qui dégonfle l'ego. La joie d'être en gueule pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le pays, parce que t'as oublié le lait, parce que t'as mis le chandail rouge dans la brassée des blancs. Ces choses-là, tu ne les lis pas dans les livres d'histoire. Mais c'est peut-être ça, la vraie histoire, comment un homme a appris à être un conjoint ordinaire sans cesser d'être un leader extraordinaire. Et comment il a échoué, réussi, puis échoué encore, puis recommence, comme tout le monde. Parfois, une ancienne correspondante ressurgit d'une boîte. Des lettres au papier fin, une écriture nerveuse, des parenthèses partout. On y lit la hate, l'ardeur, les promesses mal ficelées, l'humour qui sauve toujours la mise. On y lit aussi la pudeur, très peu de grands mots, beaucoup de petits jets d'écrits, je te laisse un livre dans la poche du manteau. J'ai mis des oranges dans ton sac, je n'ai pas raccroché le téléphone pour entendre ta respiration. Ce sont des archives d'un pays intérieur. Personne ne votera jamais sur ces lettres, mais elles expliquent des choses que les bulletins officiels n'expliqueront jamais. Un jour, sans l'avoir planifié, comme toutes les choses qui finissent par rester, l'amour se stabilise. Ce n'est pas un feu d'artifice, c'est une lumière de veilleuse qu'on n'éteint plus. Elle connaît les tourments, il connaît ses exigences. Ils ont leur langage, 2 tapes sur la table pour dire « on y va ». Un haussement de sourcils pour dire « pas maintenant », un sourire de côte pour dire « désolé, tu avais raison ». Autour, certains continuent de confondre discrétion et mystère. Eux savent que la discrétion est une manière de protéger ce qui compte, pas de le cacher. Et toi, qui écoutes cette histoire, retiens ceci, la grandeur ne vaccine pas contre la maladresse du cœur. Elle l'amplifie, parfois, elle la met en scène, souvent, elle l'a déformée, toujours. Mais elle peut aussi, si on a la chance de rencontrer la bonne personne au bon moment, donner au cœur la discipline qu'il fuyait. L'habitude humble d'être là. À ce moment-là de sa vie, il n'était plus seulement l'homme du micro et du mégaphone. Il était aussi celui qui ferme les rideaux en disant « bonne nuit », qui nettoie un comptoir collant sans faire d'annonce, qui sait désormais qu'un dimanche bien tenu vaut parfois plus qu'un programme bien écrit. L'intrigue, pourtant, n'a pas dit son dernier mot. Les années qui viennent vont bousculer l'édifice, les départs, les deuils, les réorientations, la peau qui garde trace de tout. Et dans cet inventaire, l'amour, celui qui est reste et ceux qui ont dû partir, va devenir la preuve que l'homme n'a jamais triché. Il a vécu vite, parle vrai, aime fort, fait des erreurs flamboyantes, réparé avec des outils trop humains. C'est là, précisément là, que l'histoire va trouver son dernier ressort dramatique, quand la fragilité, assumée, devient une forme de courage contagieuse. Imagine la dernière scène comme un fondu au noir qui refuse de s'éteindre, un homme aux épaules un peu voûtées, une main qui cherche machinalement un paquet de cigarettes qu'on a promis de laisser ferme,
un manteau accroche près de la porte comme un drapeau mis en berne chaque soir et relève chaque matin. On dirait la fin, mais ce n'est pas la fin. C'est l'heure où la vie, débarrassée du tumulte, révéler ses priorités, dire merci à ceux qu'on a, demander pardon pour ce que on a casse, reconnaître enfin qu'un destin public ne se porte pas tout seul, qu'il repose, souvent, sur une voix douce qui chuchote, rentre à la maison. Les dernières années s'installent comme une lumière d'hiver, claire, tranchante, honnête. La scène politique s'éloignait par à-coups, comme un train qui prend le large. La scène intime, elle, gagne de l'espace. Le rythme baisse, en perdre le nerf. Il parle un peu moins au pays, un peu plus au sien. Les matins deviennent possibles, déjeuner sans courir, lire un journal sans surligner à la hâte, marcher lentement dans des rues que on ne regardait plus depuis trop longtemps. Il s'étonnait d'aimer la simplicité avec la même ferveur qu'il haine les batailles, le bruit d'une cafetière, le cliquetis des clés. Une plante verte qu'on réussit à garder en vie, victoire insensée sur des années d'absence. C'est dans cette nouvelle géographie que l'amour prend une allure de port d'attache. Fini les rendez-vous arrachés au calendrier, place aux heures continues, au temps plein, aux conversations qu'on n'interrompt plus. Elle a la patience disciplinée de celles qui ont attendu sans se figer. Elle ne veut pas d'excuses trop tard pour les comptes, elle veut de la présence. Alors il apprend à être là sans agenda, à écouter pour entendre et non pour répondre, à raconter pour partager et non pour convaincre. La tendresse, désormais, se mesure en petites choses, plier un chandail, laver la vaisselle, éteindre la radio parce que les nouvelles peuvent bien attendre. Et même si la machine médiatique tente parfois de le ramener à l'avant-scène, un commentaire, un micro, un plateau, il choisit de parler ailleurs, à la table, au téléphone, dans une promenade au parc où l'on ne se cache plus. Les regards des passants on change, ils n'attendent pas un slogan, ils offrent un souvenir, un merci, un « tenez bon ». Chaque « merci » est une secousse douce. Et quand il rentre, il est déposé dans un bol imaginaire sur le comptoir, comme autant de cailloux chauds qui tiennent le froid à distance. On ne réparait pas les années avec un bricolage. On les habite. Alors il habite ces jours nouveaux avec une forme d'entêtement calme. Il écrit, pas pour publier, mais pour mettre de l'ordre, des notes en marge, des listes, des esquisses de phrases qui ressemblent à des bilans. Il y parle d'elle au présent, non comme celle qui a supporte, mais comme celle avec qui je vis. Il y parle des autres, celles d'avant et avec gratitude, non des intrigues, mais des rencontres, non des secrets, mais des apprentissages. Dans la cuisine, les boîtes de souvenirs cessent d'être des mines, elles deviennent des archives qu'on peut ouvrir sans se blesser. Il y a aussi l'amitié, ce ciment discret qui a toujours sauvé la vaisselle. De vieux compagnons repassent, des rires retrouvent leur route, des silences confortables reprennent du service. On rejoue les scènes célèbres, on corrige les répliques, on se pardonne des mots trop durs. Parfois, on se taquine, tu vois bien que t'es plus gentil quand tu dors. Il sourit, passe la remarque dans sa poche poitrine, un endroit près du cœur, et se promet d'être plus souvent gentil éveillé. Promesse tenue? Pas toujours. Mais tenue plus souvent qu'avant, et c'est déjà un petit pacte avec le réel. La santé, compagne capricieuse, impose sa métrique. Elle exige qu'on l'écoute, qu'on la respecte, qu'on la négocie. Il accepte les nouveaux rites, marcher pour marcher, boire de l'eau, dormir vraiment. Il renacle parfois et vieux réflexes, mais il obéit quand la main aimée serre la sienne avec ce mélange d'humour et d'autorité, pas de bravade avec ça. Au lieu du sprint permanent, il découvre le marathon. Et comme dans tous les marathons, l'essentiel n'est pas la posture, c'est le souffle. Or, le souffle revient, plus pause, plus profond. Dans ce souffle-là, l'amour trouve sa place, il se glisse entre deux inspirations, s'étirer sur les expirations, cale le cœur à une fréquence tenable. Il y a un après aux grandes défaites publiques, il y a un après aux grandes erreurs privées. L'après, c'est ce moment où la honte cesse d'être un miroir et redevient une leçon. Il se pardonne à voix basse, ce qui est la seule manière élégante de le faire. À elle, il ne promet plus l'impossible, il promet le durable. À ceux qui voudraient des confidences, il offre de la pudeur, non pour cacher, mais pour protéger. Aux jeunes qui l'interrogent, et ils sont nombreux, il dit des choses simples, aimez sans vous excuser, mais prenez des nouvelles avant minuit. La liberté, c'est magnifique en public, c'est exigeant en prive. Par petites touches, une sagesse se déposait. Rien de grandiloquent, pas de leçons emballées. Juste un art de vivre qui ressemble à un art d'aimer.
On cuisine trop de pâtes, on rit en improvisant, on rate une sauce qui devient meilleure par accident. Les dimanches reprennent un statut sacre, pas sacre de cathédrale, sacre de pyjama. On s'invente des rituels, un film un peu trop long, une marche au même endroit, un journal croise où chacun écrit une ligne sans lire celle de l'autre et où, pourtant, les lignes se répondent. Les fantômes rendent visite, encore. Ils ne sont plus des ombres qui effraient, ils sont des silhouettes qui saluent. On les remercie de ce qu'ils ont donné, on les laisse partir sans dramatique. À la place, restent des noms qu'on prononce sans se blesser, des photos qu'on range à la vue, des lettres qu'on relit en se disant « j'étais comme ça ». J'ai essayé. J'ai appris. Il y a là, pour l'homme public, une victoire plus difficile que toutes les autres, accepter sa propre nuance, consentir à ne pas se résumer à une bannière ou à une faute, comprendre que la continuité d'une vie, c'est la somme de ses recommencements. Le pays, pendant ce temps, continue de parler tout seul, comme un adolescent qui grandit sans demander la permission. On lui pose des questions, il répond avec des silences souriants. Il sait que les idées ne sont pas des meubles, qu'elles voyagent mieux que ceux qui les portent, et cette idée-là le réconcilier avec la distance. On n'abandonne pas un rêve parce qu'on n'en est plus le porteur officiel, on le confie aux autres, on leur souhaite du courage, on leur conseille de ne pas oublier les dimanches. Ce legs-là, il le remet avec la même ferveur qu'à l'époque des microphones, mais avec un timbre plus bas, plus grave, plus humain. Parfois, un journaliste demande « Regrettez-vous » Il réfléchit, prend son temps, luxe nouveau, et répond par une phrase qui a la simplicité des choses vraies, on regrette toujours. De ne pas avoir aimé mieux. Pas davantage, pas plus longtemps, pas plus fort, mieux. Ce « mieux » contient tout, la ponctualité, la patience, la clarté, la constance. Ceux qui l'ont aiment peuvent alors hocher la tête, voilà l'homme, débarrassé des éclats, qui dit enfin l'essentiel sans ornement. On pourrait croire que la passion s'éteint dans ce calme. C'est l'inverse. Elle se transforme. Au lieu de consumer, elle réchauffe. Au lieu d'exiger, elle propose. Au lieu de se faire remarquer, elle insiste doucement. Les regards deviennent plus parlants que les déclarations, les mains, plus convaincantes que les discours. L'intimité trouve sa pleine vitesse, pas une course, une cadence. Deux êtres s'accordent comme on accorde des instruments, pas en force, mais en écoute. Et s'il fallait retenir un symbole de ces années, ce serait peut-être un geste presque invisible, une couverture tirée sur des épaules. Endormi, un soir d'automne, alors que la fenêtre laisse entrer un filet d'air froid. Puis vient la date qui fixe tout non pas comme une fin brutalement posée, mais comme une ponctuation que personne ne voulait écrire. Une journée claire, des routines respectées, un cœur qui décide d'éteindre sa propre lumière. On en parle encore avec des mots prudents, parce que la pudeur est restée la règle. La nouvelle, partout, rôle comme une vague, au détour d'une radio, dans des cuisines, au milieu de chantiers, dans des écoles. Des inconnus s'interrompent, regardent leur café, pensent à une phrase entendue un soir de télé, à une main levée sur une estrade. À un sourire un peu fatigue. Et, chez ceux qui partagent la maison, le temps se met à faire du surplace. On respire par réflexe. On remonte des souvenirs comme on remonte une horloge ancienne, avec précaution, avec affection. On ne raconte pas le deuil en slogan. On le traverse. Elle le traverse en gardienne des lieux, une plante à arroser, une pile de livres à trier, une veste à plier lentement. Les proches entrent, sortent, apportent des plats qu'on n'a pas faim de manger, laissent des mots, remontent des chaises, baissent des stores. Il y a de l'amour partout, renverse sans ordonnance, et ce surplus fait presque mal. On rit, même parce que le rire a toujours été l'autre langue de cette maison. On rit d'une vieille blague, d'un repas rate, d'un lapsus devenu célèbre entre eux. Le chagrin n'a pas la même tête quand la tendresse lui tient la main. Et toi, qui écoutes, retiens l'image finale. Pas l'image officielle, pas l'image d'archive. Une autre, un salon le soir, des ombres allongées, une lampe posée trop bas. Sur la table, un carnet où les dernières pages ne sont pas écrites. Il reste un stylo, capuchon à moitié remis. On tourne le carnet doucement, comme on ouvrirait une fenêtre, et on découvre que les marges sont pleines de petits mots destines. À une seule personne, des merci, des pardon, des n'oublie pas de racheter du lait, des tu as eu raison. C'est ça, l'ultime vérité, la plus simple et la plus belle, la grandeur d'un homme ne se mesure pas seulement à ce qu'il ose dire.
à un peuple, mais à ce qu'il a su murmurer à celle qui partageait ses dimanches. Alors oui, on peut raconter René Lévesque par ses luttes, ses lois, ses dates, ses maîtres chez nous. On peut en faire un mythe, une affiche, une statue. Mais si l'on veut comprendre cet homme en entier, il faut aussi raconter ces femmes, pas les réduire à des intrigues, jamais les reconnaître comme les alliés, les compagnes, les témoins, les miroirs qui ont obligé l'homme à rester humain. Ce sont elles qui, par leur présence, ont empêché le destin de se transformer en roi, elles qui ont exigé qu'on dise « je » sans oublier le « nous ». Elles qui ont prouvé, à la minute décisive, que la liberté n'est pas seulement une affaire d'État, c'est une façon d'aimer. Et peut-être est-ce là le legs qui dépasse les biographies, cette leçon têtue qui dit que la ferveur publique doit se marier à la fidélité privée, sinon elle se défait dans l'air. Qu'un grand projet n'a de sens que s'il permet de rentrer chez soi sans honte. Que la souveraineté la plus difficile, la plus utile, est celle qu'on exerce sur sa propre façon d'être présent aux autres. C'est un apprentissage rude, long, fragile. Il la entame dans le bruit, il l'a poursuivi dans la lumière trop vive, il l'a réussi, à sa manière, dans cette demi-obscurité. Paisible où l'on serre le sans cérémonie et où l'on se dit, avec un sourire qui a tout vu, on a fait ce qu'on a pu. Et des fois, c'était beau. Si tu fermes les yeux maintenant, peut-être entendras-tu un bruissement, celui d'une cigarette qu'on ne rallume pas, d'un manteau qu'on décroche doucement, d'une porte qu'on referme sans claquer. Dehors, la ville continue. Dedans, la vie aussi. Ce qui reste, ce sont des gestes, une main sur une épaule, une tasse déposée près d'un cahier, un regard qui dit « je suis là ». Ce sont ces gestes qui, à la fin, font tenir debout les grands récits. Et sur ce fil-là, tendu, vibrant, tenace, la voix de René Lévesque continue de marcher, non plus en chef, non plus en mythe, mais en homme qui a compris que l'amour est la seule politique qui tienne jusqu'au bout. Imagine la dernière scène comme un fondu au noir qui refuse de s'éteindre, un homme aux épaules un peu voûtées, une main qui cherche machinalement un paquet de cigarettes qu'on a promis de laisser ferme, un manteau accroche près de la porte comme un drapeau mis en berne chaque soir et relève chaque matin. On dirait la fin, mais ce n'est pas la fin. C'est l'heure où la vie, débarrassée du tumulte, révéler ses priorités, dire merci à ceux qu'on a, demander pardon pour ce que on a casse, reconnaître enfin qu'un destin public ne se porte pas tout seul, qu'il repose, souvent, sur une voix douce qui chuchote, rentre à la maison. Les dernières années s'installent comme une lumière d'hiver, claire, tranchante, honnête. La scène politique s'éloignait par à-coups, comme un train qui prend le large. La scène intime, elle, gagne de l'espace. Le rythme baisse, en perdre le nerf. Il parle un peu moins au pays, un peu plus au sien. Les matins deviennent possibles, déjeuner sans courir, lire un journal sans surligner à la hâte, marcher lentement dans des rues que on ne regardait plus depuis trop longtemps. Il s'étonnait d'aimer la simplicité avec la même ferveur qu'il haine les batailles, le bruit d'une cafetière, le cliquetis des clés. Une plante verte qu'on réussit à garder en vie, victoire insensée sur des années d'absence. C'est dans cette nouvelle géographie que l'amour prend une allure de port d'attache. Fini les rendez-vous arrachés au calendrier, place aux heures continues, au temps plein, aux conversations qu'on n'interrompt plus. Elle a la patience disciplinée de celles qui ont attendu sans se figer. Elle ne veut pas d'excuses trop tard pour les comptes, elle veut de la présence. Alors il apprend à être là sans agenda, à écouter pour entendre et non pour répondre, à raconter pour partager et non pour convaincre. La tendresse, désormais, se mesure en petites choses, plier un chandail, laver la vaisselle, éteindre la radio parce que les nouvelles peuvent bien attendre. Et même si la machine médiatique tente parfois de le ramener à l'avant-scène, un commentaire, un micro, un plateau, il choisit de parler ailleurs, à la table, au téléphone, dans une promenade au parc où l'on ne se cache plus. Les regards des passants on change, ils n'attendent pas un slogan, ils offrent un souvenir, un merci, un « tenez bon ». Chaque « merci » est une secousse douce. Et quand il rentre, il est déposé dans un bol imaginaire sur le comptoir, comme autant de cailloux chauds qui tiennent le froid à distance. On ne réparait pas les années avec un bricolage. On les habite. Alors il habite ces jours nouveaux avec une forme d'entêtement calme. Il écrit, pas pour publier, mais pour mettre de l'ordre, des notes en marge, des listes, des esquisses de phrases qui ressemblent à des bilans. Il y parle d'elle au présent, non comme celle qui a supporte, mais comme celle avec qui je vis. Il y parle des autres, celles d'avant et avec gratitude, non des intrigues,
mais des rencontres, non des secrets, mais des apprentissages. Dans la cuisine, les boîtes de souvenirs cessent d'être des mines, elles deviennent des archives qu'on peut ouvrir sans se blesser. Il y a aussi l'amitié, ce ciment discret qui a toujours sauvé la vaisselle. De vieux compagnons repassent, des rires retrouvent leur route, des silences confortables reprennent du service. On rejoue les scènes célèbres, on corrige les répliques, on se pardonne des mots trop durs. Parfois, on se taquine, tu vois bien que t'es plus gentil quand tu dors. Il sourit, passe la remarque dans sa poche poitrine, un endroit près du cœur, et se promet d'être plus souvent gentil éveillé. Promesse tenue? Pas toujours. Mais tenue plus souvent qu'avant, et c'est déjà un petit pacte avec le réel. La santé, compagne capricieuse, impose sa métrique. Elle exige qu'on l'écoute, qu'on la respecte, qu'on la négocie. Il accepte les nouveaux rites, marcher pour marcher, boire de l'eau, dormir vraiment. Il renacle parfois et vieux réflexes, mais il obéit quand la main aimée serre la sienne avec ce mélange d'humour et d'autorité, pas de bravade avec ça. Au lieu du sprint permanent, il découvre le marathon. Et comme dans tous les marathons, l'essentiel n'est pas la posture, c'est le souffle. Or, le souffle revient, plus pause, plus profond. Dans ce souffle-là, l'amour trouve sa place, il se glisse entre deux inspirations, s'étirer sur les expirations, cale le cœur à une fréquence tenable. Il y a un après aux grandes défaites publiques, il y a un après aux grandes erreurs privées. L'après, c'est ce moment où la honte cesse d'être un miroir et redevient une leçon. Il se pardonne à voix basse, ce qui est la seule manière élégante de le faire. À elle, il ne promet plus l'impossible, il promet le durable. À ceux qui voudraient des confidences, il offre de la pudeur, non pour cacher, mais pour protéger. Aux jeunes qui l'interrogent, et ils sont nombreux, il dit des choses simples, aimez sans vous excuser, mais prenez des nouvelles avant minuit. La liberté, c'est magnifique en public, c'est exigeant en prive. Par petites touches, une sagesse se déposait. Rien de grandiloquent, pas de leçons emballées. Juste un art de vivre qui ressemble à un art d'aimer. On cuisine trop de pâtes, on rit en improvisant, on rate une sauce qui devient meilleure par accident. Les dimanches reprennent un statut sacre, pas sacre de cathédrale, sacre de pyjama. On s'invente des rituels, un film un peu trop long, une marche au même endroit, un journal croise où chacun écrit une ligne sans lire. Celle de l'autre et où, pourtant, les lignes se répondent. Les fantômes rendent visite, encore. Ils ne sont plus des ombres qui effraient, ils sont des silhouettes qui saluent. On les remercie de ce qu'ils ont donné, on les laisse partir sans dramatique. À la place, restent des noms qu'on prononce sans se blesser, des photos qu'on range à la vue, des lettres qu'on relit en se disant « J'étais comme ça. J'ai essayé. J'ai appris. » Il y a là, pour l'homme public, une victoire plus difficile que toutes les autres, accepter sa propre nuance, consentir à ne pas se résumer à une bannière ou à une faute, comprendre que la continuité d'une vie, c'est la somme de ses recommencements. Le pays, pendant ce temps, continue de parler tout seul, comme un adolescent qui grandit sans demander la permission. On lui pose des questions, il répond avec des silences souriants. Il sait que les idées ne sont pas des meubles, qu'elles voyagent mieux que ceux qui les portent, et cette idée-là le réconcilier avec la distance. On n'abandonne pas un rêve parce qu'on n'en est plus le porteur officiel, on le confie aux autres, on leur souhaite du courage. Leur conseille de ne pas oublier les dimanches. Ce legs-là, il le remet avec la même ferveur qu'à l'époque des microphones, mais avec un timbre plus bas, plus grave, plus humain. Parfois, un journaliste demande « Regrettez-vous » Il réfléchit, prend son temps, luxe nouveau, et répond par une phrase qui a la simplicité des choses vraies « On regrette toujours. » De ne pas avoir aimé mieux. Pas davantage, pas plus longtemps, pas plus fort, mieux. Ce « mieux » contient tout, la ponctualité, la patience, la clarté, la constance. Ceux qui l'ont aiment peuvent alors hocher la tête, voilà l'homme, débarrassé des éclats, qui dit enfin l'essentiel sans ornement. On pourrait croire que la passion s'éteint dans ce calme. C'est l'inverse. Elle se transforme. Au lieu de consumer, elle réchauffe. Au lieu d'exiger, elle propose. Au lieu de se faire remarquer, elle insiste doucement. Les regards deviennent plus parlants que les déclarations, les mains, plus convaincantes que les discours. L'intimité trouve sa pleine vitesse, pas une course, une cadence. Deux êtres s'accordent comme on accorde des instruments, pas en force, mais en écoute.
Et s'il fallait retenir un symbole de ces années, ce serait peut-être un geste presque invisible, une couverture tirée sur des épaules. Endormi, un soir d'automne, alors que la fenêtre laisse entrer un filet d'air froid. Puis vient la date qui fixe tout non pas comme une fin brutalement posée, mais comme une ponctuation que personne ne voulait écrire. Une journée claire, des routines respectées, un cœur qui décide d'éteindre sa propre lumière. On en parle encore avec des mots prudents, parce que la pudeur est restée la règle. La nouvelle, partout, rôle comme une vague, au détour d'une radio, dans des cuisines, au milieu de chantiers, dans des écoles. Des inconnus s'interrompent, regardent leur café, pensent à une phrase entendue un soir de télé, à une main levée sur une estrade. À un sourire un peu fatigue. Et, chez ceux qui partagent la maison, le temps se met à faire du surplace. On respire par réflexe. On remonte des souvenirs comme on remonte une horloge ancienne, avec précaution, avec affection. On ne raconte pas le deuil en slogan. On le traverse. Elle le traverse en gardienne des lieux, une plante à arroser, une pile de livres à trier, une veste à plier lentement. Les proches entrent, sortent, apportent des plats qu'on n'a pas faim de manger, laissent des mots, remontent des chaises, baissent des stores. Il y a de l'amour partout, renverse sans ordonnance, et ce surplus fait presque mal. On rit, même parce que le rire a toujours été l'autre langue de cette maison. On rit d'une vieille blague, d'un repas rate, d'un lapsus devenu célèbre entre eux. Le chagrin n'a pas la même tête quand la tendresse lui tient la main. Et toi, qui écoutes, retiens l'image finale. Pas l'image officielle, pas l'image d'archive. Une autre, un salon le soir, des ombres allongées, une lampe posée trop bas. Sur la table, un carnet où les dernières pages ne sont pas écrites. Il reste un stylo, capuchon à moitié remis. On tourne le carnet doucement, comme on ouvrirait une fenêtre, et on découvre que les marges sont pleines de petits mots d'estime. À une seule personne, des merci, des pardon, des n'oublie pas de racheter du lait, des tu as eu raison. C'est ça, l'ultime vérité, la plus simple et la plus belle, la grandeur d'un homme ne se mesure pas seulement à ce qu'il a osé dire. À un peuple, mais à ce qu'il a su murmurer à celle qui partageait ses dimanches. Alors oui, on peut raconter René Lévesque par ses luttes, ses lois, ses dates, ses maîtres chez nous. On peut en faire un mythe, une affiche, une statue. Mais si l'on veut comprendre cet homme en entier, il faut aussi raconter ces femmes, pas les réduire à des intrigues, jamais, les reconnaître comme les alliés, les compagnes, les témoins, les miroirs qui ont obligé l'homme à rester humain. Ce sont elles qui, par leur présence, ont empêché le destin de se transformer en roi, elles qui ont exigé qu'on dise « je » sans oublier le « nous ». Elles qui ont prouvé, à la minute décisive, que la liberté n'est pas seulement une affaire d'État, c'est une façon d'aimer. Et peut-être est-ce là le legs qui dépasse les biographies, cette leçon têtue qui dit que la ferveur publique doit se marier à la fidélité privée, sinon elle se défait dans l'air. Qu'un grand projet n'a de sens que s'il permet de rentrer chez soi sans honte. Que la souveraineté la plus difficile, la plus utile, est celle qu'on exerce sur sa propre façon d'être présent aux autres. C'est un apprentissage rude, long, fragile. Il la entame dans le bruit, il l'a poursuivi dans la lumière trop vive, il l'a réussi, à sa manière, dans cette demi-obscurité. Paisible où l'on serre le sans cérémonie et où l'on se dit, avec un sourire qui a tout vu, on a fait ce qu'on a pu. Et des fois, c'était beau. Si tu fermes les yeux maintenant, peut-être entendras-tu un bruissement, celui d'une cigarette qu'on ne rallume pas, d'un manteau qu'on décrochait doucement, d'une porte qu'on referme sans claquer. Dehors, la ville continue. Dedans, la vie aussi. Ce qui reste, ce sont des gestes, une main sur une épaule, une tasse déposée près d'un cahier, un regard qui dit « je suis là ». Ce sont ces gestes qui, à la fin, font tenir debout les grands récits. Et sur ce fil-là, tendu, vibrant, tenace, la voix de René Lévesque continue de marcher, non plus en chef, non plus en mythe, mais en homme qui a compris que l'amour est la seule politique qui tienne jusqu'au bout.